Quitte à nous réitérer de Rechep, nous considérons que les méthodes d'analyse financière permettent de pouvoir fournir des éléments de réponse aux questions qui se posent les différentes stakeholders, parties prenantes. Effectivement, nous avons pu répondre à la double interrogation relative au pourquoi et comment mener une analyse financière. Il ressort que toute analyse financière permet de pouvoir observer l'évolution de l'entreprise au fil du temps, de se faire une idée de sa situation financière actuelle et future, d'identifier ses forces et ses faiblesses et d'apporter, s'il y a lieu, les mesures correctives qui s'imposent. Dans notre cas, nous allons mettre l'accent notamment sur une analyse, une interprétation des états financiers par l'entremise de la méthode connue, pratiquée, populaire, des ratios. Et au préalable, nous avons considéré essentiel de présenter sommairement deux types d'analyse, verticale et horizontale. Alors bien sûr, cette analyse verticale et cette analyse horizontale ne peuvent que nous fournir des éléments, non pas de réponse à la double interrogation, mais en elle-même, l'analyse verticale va permettre à exprimer les postes du bilan en pourcentage et les postes du CPC, compte produit et charges, ou ce qu'on appelle par ailleurs le fameux état de résultat, ou dans les pays anglo-saxons, le fameux income state, en pourcentage des ventes. Alors, l'analyse verticale donne lieu à des états de synthèse financiers établis en pourcentage. Ce type d'analyse est particulièrement utile pour comparer des entreprises de tailles différentes. Quant à l'analyse horizontale, elle consiste à observer l'évolution sur un certain nombre d'années. Par exemple, 5 ans, voire plus, de certaines variables financières. Et par conséquent, elle va nous indiquer très bien certaines tendances à travers des variables telles que le chiffre d'affaires, tels que le bénéfice net, tels que le bénéfice par action, tels que le fameux ratio de fonds de roulement, tel que le ratio d'endettement. Et par conséquent, elle consiste toujours une bonne façon de faciliter l'analyse horizontale et de recourir à des graphiques. Quant à notre analyse proprement dite des ratios, elle s'intéressera de manière beaucoup plus approfondie et notamment à pouvoir dresser la santé financière de l'entreprise et par conséquent de nous aider à prendre une décision financière courante. Mais au préalable, il est
utile de définir de manière générique un ratio. On le retrouve dans pratiquement toutes les disciplines, mécanique, énergétique, électro, etc. Et tout simplement un rapport entre deux valeurs significatives de même nature ou un rapport entre deux composantes de même nature. On l'a qualifié financier, donc on peut préciser qu'un ratio financier est tout simplement un rapport existant entre deux postes des états financiers. Cette définition nous permet tout simplement de pouvoir faire appel à une définition de l'analyse combinatoire, et donc c'est un arrangement de deux éléments pris entre N, qui est le nombre de postes que comportent les états de synthèse financiers. Dans ce cadre-là, on sera à même de calculer N-1 ratio. Si par exemple le nombre de postes est de 20, très bien, dans ce cadre, on va déterminer 380 ratios financiers. Ou bien, si vous allez avoir 30 postes, vous allez calculer 870 ratios financiers. Excusez-moi, foutaise. Dans ce cadre-là, une démarche est nécessaire et capitale afin de pouvoir déterminer un nombre limité de ratios me permettant de nous prononcer sur la santé financière de la firme. Par la suite, de pouvoir comparer ces ratios obtenus avec ceux de l'entreprise elle-même, dans la mesure où on ne dispose pas d'autres normes de comparaison, à savoir l'ensemble des entreprises marocaines, l'ensemble des entreprises qui opèrent dans la même industrie, les entreprises d'importance similaire œuvrant dans le même secteur industriel. La seule norme de comparaison actuelle est d'observer l'évolution de l'entreprise dans le temps et de déceler certaines tendances. Au regard des propositions, des batteries de ratios, en règle générale, la plupart se limitent à 4 catégories de ratios, et notamment, chaque auteur a proposé une batterie de ratios, à savoir certains débutent leur analyse par les ratios par le biais des ratios de rentabilité pour finaliser avec des ratios, encore une fois, de liquidité. D'autres débutent par des ratios de gestion, ils finalisent par des ratios de rentabilité, etc. Quelles que soient toutes ces propositions, je dirais, sont pratiquement similaires. Pour faciliter l'analyse proprement dite par les ratios et surtout l'interprétation des valeurs numériques obtenues, nous sommes partis d'un point de départ très simple, à savoir qui sanctionne une entreprise. La réponse, de bon sens, est le marché.
effectivement. À partir de ce point de départ, nous avons construit une démarche qui va reposer sur un certain nombre d'étapes. Elles-mêmes, ces étapes obéissent à un questionnement et afin de pouvoir bâtir une batterie de ratios avec, je dirais, un filon conducteur. De telle sorte qu'on puisse facilement lister toutes les forces et toutes les faiblesses sur le plan financier et aider le manager financier à prendre les décisions financières à court terme en conséquence. La première étape est tout simplement l'image que projette une entreprise sur le marché financier. Cette première étape fera appel à un questionnement qui va reposer sur quelle est l'image que l'entreprise projette sur le marché financier. La réponse se fera par le biais de ratios financiers. Pour passer de la première à la seconde, c'est un petit peu affiner la première question de notre image sur le marché financier. Et donc, va consister au contrôle des charges. Contrôle efficace ou pas des charges. Il en est de même à chaque fois, on apportera les réponses par le biais de ratios. La troisième étape va consister à l'endettement. Savoir si l'entreprise s'endette de manière intelligente. Et donc cette fraction, comme on l'appelle, de financement de l'entreprise, si on est aussi capable de pouvoir rembourser nos dettes. Et je rappelle, lorsqu'on parle dette, il y a toujours à considérer deux flux. Le premier flux, c'est tout simplement le versement des intérêts financiers. Et le second flux, c'est le remboursement de la somme prêtée, donc fameux principal. À la fin, on va voir si maintenant l'entreprise a géré de manière performante, de manière efficace, ses actifs. Ces différentes étapes sont traduites par un certain nombre de règles générales d'analyse des états financiers, et donc ce sont les différentes questions auxquelles nous essayerons de répondre tout en sauvegardant un bilan conducteur notamment, et par conséquent dans un souci de faciliter les interprétations de ces valeurs numériques obtenues. La première question et la deuxième question sont, je dirais, pratiquement intrinsèquement liées. Il en est de même pour les différentes questions. Donc il y a, comme on dit, des interrelations entre les 6 questions. L'entreprise projette-t-elle une image
au niveau du marché financier. Donc ça veut dire quelle est l'image que l'entreprise projette sur le marché financier. Pour répondre à cette première question, on fera appel à deux catégories de ratios. Première catégorie de ratios, qu'on les appelle les ratios par l'évaluation du marché. Et bien sûr, la deuxième catégorie de ratios sont les ratios de rentabilité. Pour passer de la première à la seconde question, c'est une manière maintenant de savoir par rapport au ratio de rentabilité, on va affiner. Est-ce que réellement l'entreprise a réalisé une rentabilité, cette rentabilité financière pour cette année? D'où on est amené de faire appel à une réponse à la question: l'entreprise contrôle-t-elle efficacement ses charges? Il en est de même pour répondre à cette question. C'est une suite des ratios de rentabilité en mettant l'accent sur uniquement une variable importante qui va être le fameux chiffre d'affaires. Par la suite, on sera amené à s'intéresser à l'endettement de l'entreprise, et aussi bien si l'entreprise s'endette-t-elle de manière intelligente, d'une part, et comme son nom l'indique, s'il y a dette, il y a lieu aussi de réfléchir à notre capacité de rembourser nos dettes. Aussi bien une dette à moyen long terme, aussi bien une dette à court terme. À la fin, la dernière question est de maintenant s'intéresser un petit peu au rouage, au mécanisme de ce qu'on peut appeler l'appareil productif, et notamment, on se dit si l'entreprise a géré de manière performante ses actifs. Et bien sûr, à ce niveau, on fera appel aussi à des ratios qu'on appelle de gestion, ou qu'on appelle encore une fois d'efficacité, ou qu'on appelle aussi des ratios d'activité. Alors sans trop tarder, quelle est l'image que l'entreprise projette sur le marché financier? Effectivement, l'ultime test de la performance de l'entreprise, il est réalisé au niveau du marché financier. C'est en effet à ce niveau que l'entreprise trouvera aussi bien des acquéreurs à ses titres, aussi bien dans le cas de besoin de financement de ses projets. Dans ce cadre-là, il devient capital pour une entreprise qu'elle puisse faire une bonne impression. Quant aux ratios qui vont nous renseigner sur notre image sur ce marché financier, et donc si on fait ou pas une bonne impression, sont de deux types de catégories. Les plus populaires, les plus aussi utilisés par aussi bien les analystes financiers et aussi bien par les investisseurs. La première catégorie de ratios, qu'on appelle les ratios d'évaluation par le marché, ces ratios permettent d'apprécier la perception des investisseurs à l'égard de la performance de l'entreprise
de son risque et de sa croissance anticipée. Nous verrons deux ratios qui permettent de faire l'appréciation de la performance de l'entreprise, de son risque et de sa croissance anticipée au regard des investisseurs. Les seconds ratios, étayant les premiers ratios, sont les fameux ratios de rentabilité. Cette deuxième catégorie de ratios nous renseigne si les résultats de l'entreprise, bénéfices nets ou pertes nettes, sont suffisants, donc un bénéfice, compte tenu des actifs utilisés et de la mise de fonds des apporteurs de capitaux propres. Il en est de même, à ce stade, on fera appel à des ratios les plus hésités. Et par conséquent, on se limitera à deux ratios. Commençons par les premiers ratios. Les premiers ratios est très usité dans la pratique. Un fameux price earning ratio. Translaté en français, ce fameux PER, ratio cours-bénéfice. On ne peut que lui signifier pour dire qu'il représente le montant que les investisseurs sont prêts à payer par dirham de bénéfices que réalise actuellement l'entreprise. À partir de cette signification, le rapport va mettre au numérateur le prix, ou ce qu'on appelle le cours, ou ce qu'on appelle la valeur marchande de l'action par rapport au bénéfice par action. Nous rappelons que le bénéfice par action, très bien, est tout simplement la portion, la fraction du bénéfice net revenant au détenteur d'une action ordinaire. Donc, bénéfice net divisé par le nombre d'actions ordinaires en circulation. Ce fameux PER, popularisé, très prisé dans la réalité. Effectivement, pour donner un sens, on va prendre un simple exemple en supposant qu'actuellement, le cours d'une action est de 400 dirhams et le bénéfice par action de 40 dirhams. Donc, le ratio cours-bénéfice sera égal à 10. Interprétation. Cela signifie que l'investisseur qui acquiert une telle action débourse donc 10 dirhams par dirham de bénéfice.
Dans un contexte réel, la valeur de ce ratio est influencée par une combinaison de plusieurs variables. En fait, ceteris paribus. En bon français, toute chose étant égale par ailleurs, la valeur du PR augmente lorsque 1. Le taux de croissance anticipé des bénéfices de l'entreprise augmente. 2. Le risque de l'action diminue. 3. Le rendement des dividendes augmente. Le rendement des dividendes est un simple ratio dividende par action sur la valeur marchande de l'action. Et en dernier lieu, le taux d'intérêt diminue. Pourquoi ce fameux ratio est souvent utilisé par les analystes financiers et les investisseurs? C'est tout simplement pour déterminer si le prix de l'action d'une entreprise donnée est trop élevé, trop faible ou raisonnable. Et par conséquent, ces variables impactent ou leur combinaison sur notamment le prix de l'action. Le second ratio auquel on fait appel est idem, un ratio qui met en rapport le cours ou le prix de l'action sur la valeur comptable de l'action. Très simple. Il va tout simplement mettre en œuvre le cours de l'action, donc sa valeur marchande, sur la valeur comptable. Et par conséquent, cela signifie tout simplement que cette valeur comptable de l'action, on la détermine par un simple rapport. C'est tout simplement les fameux capitaux propres qu'on va diviser par le nombre d'actions ordinaires en circulation. Et par conséquent, au même titre que le PER, on peut lui donner une signification. Alors ce ratio traduit en quelque sorte la perception du marché à l'égard de la capacité de l'équipe dirigeante de l'entreprise à créer, par l'entremise de décisions d'investissement et de financement judicieuses, de la valeur pour les actionnaires. Ainsi, un ratio plus grand que 1 indique que les investisseurs sont optimistes en ce qui a trait à la capacité des dirigeants à générer de la valeur actionnariale. Inversement, un ratio inférieur à 1 signale que le market est plutôt pessimiste relativement à la performance future de l'entreprise et anticipe une destruction de la valeur actionnariale. À l'instar du ratio cours-bénéfice. La valeur du ratio prix de l'action sur valeur comptable est influencée par une combinaison de paramètres. Ainsi,
La valeur prise par ce dernier ratio est liée positivement à la croissance anticipée de l'entreprise, à la rentabilité des capitaux propres et au ratio de distribution des dividendes. Nonobstant, il existe une relation inverse entre le rendement exigé par les actionnaires et la valeur du ratio valeur marchande sur valeur comptable. Quant à la seconde catégorie de ratios qu'on appelle les ratios de rentabilité. Alors, bien entendu, ces ratios de rentabilité, en premier lieu, il y a lieu de considérer en quoi consistent ces ratios de rentabilité. On rappelle, nous l'avons déjà souligné, on va rappeler la signification de cette catégorie de ratios. Alors, on avait souligné que ces ratios, cette catégorie, indiquent si les bénéfices de l'entreprise sont suffisants compte tenu des actifs utilisés et de la mise de fonds des apporteurs de capitaux propres. Dans ce cadre-là, on se limite uniquement et principalement à deux ratios. Le premier ratio est ce qu'on peut appeler, version originale, ratio, qu'on appelle Return on Investment. En bon français, c'est la fameuse rentabilité de l'actif total. Le ratio de la rentabilité de l'actif total nous indique le fameux bénéfice net ou perte nette, très bien, que réalise l'entreprise par dirham investi. Dans ce cadre-là, on aura à considérer le résultat net, bénéfice net ou perte nette, sur l'actif total. Donc, il m'indique bien le bénéfice ou la perte nette produit par dirham investi dans les actifs. Le second ratio, alors, Return on Equity, translaté en français par rentabilité des capitaux propres, rentabilité, encore une fois, des fonds propres, rentabilité financière, ou, dans le contexte canadien, on l'appelle la rentabilité de l'avoir des actionnaires. Avoir des actionnaires qui signifie capitaux propres ou fonds propres. Dans ce cadre-là, très bien, ce ratio va pouvoir m'indiquer notamment le bénéfice ou la perte nette réalisée par l'entreprise pour chaque dirham investi par les propriétaires ou par les fameux actionnaires ordinaires. Dans ce cadre-là, on aura un simple rapport, le résultat net par rapport aux capitaux propres.
effectivement, il me permet d'apprécier le bénéfice net ou la perte nette dégagée par l'entreprise pour chaque dirham de financement qui provient des actionnaires. Nous l'avons dit tout à l'heure, le bénéfice par action est un bénéfice net par rapport au nombre d'actions ordinaires en circulation. Effectivement, c'est la portion du bénéfice qui revient au détenteur d'une action ordinaire. Alors, pour pouvoir passer à la troisième question, c'est notamment un ratio de rentabilité pour savoir si on gère ou pas de manière convenable nos charges. Est-ce qu'on contrôle exactement ces charges? On va faire appel uniquement à deux ratios. Uniquement. L'entreprise contrôle-t-elle efficacement ses charges? C'est la suite. Je veux savoir, est-ce que réellement on a fait cette rentabilité financière? Est-ce que pour chaque dirham que j'ai investi dans les capitaux, encore une fois propre, en tant, encore une fois qu'actionnaire, l'entreprise a pu fructifier cet argent? Donc, on est amené, pour répondre à la question, si on contrôle efficacement les charges, et tout simplement, la même définition que nous avons donnée à la catégorie des ratios de rentabilité, on va dire, il suffirait de savoir si les résultats nets de l'entreprise sont suffisants compte tenu du volume des ventes. Dans ce cadre-là, on va se limiter uniquement à deux comparaisons sans risque de perte de l'information. Et deux éléments qu'on va considérer sont le coût des marchandises vendues et les autres charges groupées ensemble résultera deux ratios de ce regroupement, à savoir un ratio de la marge brute sur les ventes, bien sûr, qui va me montrer le bénéfice brut produit par dirham de vente. Et donc, je considère au numérateur les ventes moins le coût des ventes sur les ventes au dénominateur. Effectivement, ce ratio de la marge brute sur les ventes indique la proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est disponible pour couvrir les frais de vente et d'administration ainsi que les charges financières. Second ratio auquel on fait appel, c'est la marge nette sur les ventes. Elle indique le bénéfice net ou la perte nette que réalise l'entreprise pour chaque dirham de vente. Ce ratio se calcule en divisant le bénéfice net ou la perte nette de l'entreprise par rapport au fameux ventes. Et par conséquent, on a bien, encore une fois, une interprétation simple qui montre ce ratio, le résultat net que réalise la firme
pour chaque dirham de vente. Alors, bien sûr, c'est, comme son nom l'indique, deux questions sont vraiment imbriquées. Au regard de la première et de la deuxième question, deux catégories de ratios auxquelles on a fait appel. La première catégorie, qu'on avait appelée les ratios par libération du marché, notamment pour les entreprises ou les sociétés qui sont cotées au niveau de la place de Casablanca, c'est-à-dire au niveau de la bourse de valeurs mobilières de Casablanca. Sinon, on a la deuxième catégorie de ratio de rentabilité qui me permet de répondre à cette double question. Alors bien sûr, on peut affiner cet contrôle des charges en rentrant un petit peu dans cet appareil, qu'on appelle un petit peu l'appareil productif que vous avez devant vous. Et dans cet appareil productif, on a, comme son nom l'indique, les deux éléments, c'était l'analyse des ventes et l'analyse, encore une fois, des coûts. Et là, si on a le temps, on demande une analyse assez approfondie, on fait une analyse des ventes de telle sorte, très bien, où on prend deux grands composantes. C'est l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, en termes d'évolution prix et volume, et deuxième analyse qui est une analyse de l'industrie dans laquelle opère votre entreprise, qu'on appelle analyse sectorielle. Et en deuxième, là, on rentre dans le détail par rapport à l'analyse des marges, aussi bien brutes et aussi bien, encore une fois, nettes. Et là, pour expliciter, encore une fois, l'évolution de ces deux ratios et qu'ils ont un lien avec les opérations. Alors, bien entendu, on est amené dans ce cadre-là, très bien, de faire une analyse des ventes par rapport au secteur dans lequel elle opère, votre entreprise, une analyse de la demande, les facteurs qui impactent la demande, l'analyse de l'offre, l'analyse, encore une fois, de l'évolution des ventes de l'entreprise elle-même. Donc les ventes par exemple total, par produit, par segment, etc. Alors jusqu'à arriver, par exemple, à faire appel à un petit peu à la fameuse analyse de portefeuille relative aux activités telles que, encore une fois, celle de BCG, Boston Consulting Group, et par conséquent, si on veut vraiment affiner. Alors, par contre, lorsqu'on arrive à la troisième étape et la troisième question, on va s'intéresser à l'endettement. Alors, bien entendu, on rappelle un élément, quitte à nous réitérer de recherche, toute dette génère deux flux. Le premier flux sont les intérêts financiers. Donc le versement d'intérêts est le premier flux généré par la dette. Le second flux généré par toute dette est le remboursement de la somme prêtée. Terme technique, ce qu'on appelle le fameux principal. Dans ce cadre-là, on va s'intéresser si l'entreprise utilise, recourt à l'endettement de manière
intelligente. Car l'endettement est considéré sur la planète Gaïa comme étant une arme à double tranchant. Et les quelques ratios que nous allons voir largement suffisants pour savoir dans quelle mesure la firme a recours au financement par dette pour financer ses activités. Un ratio principal est un ratio d'endettement total. Il me renseigne sur la part de l'actif total qui est financé par des dettes à moyen et long terme et des dettes à court terme. En d'autres termes, quelle est la part de la dette totale dans le financement de l'entreprise? Donc, je prends le montant de toutes les dettes à moyen terme plus dettes à court terme, je divise par l'actif total. Et il m'indique effectivement la part de la dette totale dans le financement de l'entreprise. On peut l'affiner pour savoir quelle est la part ou la proportion des dettes à moyen et long terme dans le financement de l'entreprise et bien sûr la dette à court terme dans le financement de l'entreprise. Comme son nom l'indique, toute structure de capital, elle comprend la part de la dette et la part des capitaux propres dans le financement de l'entreprise. D'où, pour connaître quelle est la part des capitaux propres dans le financement de l'entreprise, c'est-à-dire capitaux propres divisés par actif total, il va me renseigner sur cette part des capitaux propres dans le financement de l'entreprise et qu'on appelle un fameux ratio de capitalisation. Si dette, automatiquement, si on s'en va, à quoi il faut réfléchir? Inséparable, indissociable, c'est de manière didactique qu'on a parlé de l'endettement. S'il est opéré de manière intelligente, automatiquement, est-ce qu'on est capable de rembourser nos dettes? Et bien sûr, on est capable de rembourser nos dettes à court terme? Est-ce qu'on est capable de rembourser nos dettes à moyen et long terme? Dans ce cadre-là, on sera amené, au même titre que les questions précédentes, de pouvoir répondre par le biais d'un certain nombre de ratios. Et si endettement, comme vous pouvez le voir, donc on est amené dans ce cycle, comme on l'appelle de financement, de voir les ratios d'endettement total, de le scinder et par conséquent un certain indépendant. Mais, comme son nom l'indique, les ratios d'endettement, pour pouvoir les étudier, comme vous pouvez le constater au regard des deux ratios principaux, on a été à même de faire appel à des postes relatifs à ce qu'on peut appeler l'actif. Et si on est amené cette fois-ci à pouvoir considérer aussi bien ce qu'on peut appeler la capacité de couvrir notre dette à court terme, si on est capable
de la rembourser, là, on fera appel à des ratios relatifs à ce qu'on peut appeler aging, la couverture. Alors bien sûr, les trois ratios les plus usités dans le domaine. Alors certes, indépendance financière, il en est de même, c'est pour savoir si on a une certaine autonomie de gestion où on va pouvoir connaître très bien les capitaux propres dont le fameux total du passif. Alors bien sûr, est-ce qu'on est capable de rembourser nos dettes? À moyen et long terme au préalable. Pour répondre à la question, on vous conseille de pouvoir tout simplement se limiter à trois principaux ratios. Comme vous pouvez le constater, on dira un mot, on rappellera encore une fois un élément important dans le domaine de la finance qu'on appelle en bon anglais le fameux hedging, donc la couverture, d'où les trois ratios sont des ratios de couverture des intérêts, ratio de couverture du fardeau financier et bien sûr un fameux ratio de couverture des charges totales. On rappelle, les ratios qui permettent de répondre si on est capable de faire face à ces dettes à moyen et long terme, de couverture d'ailleurs, permettent d'apprécier la capacité de l'entreprise à faire face à ses charges financières fixes. Et effectivement, quel que soit, comme on dit, le niveau d'activité de l'entreprise, on a à supporter ces charges fixes. Donc, elles sont indépendantes, encore une fois, du niveau, du volume d'activité de toute entreprise. Alors, bien sûr, à partir de cette définition, de cette catégorie de ratios, on est à même de considérer la couverture des intérêts. On prend un fameux earning before interest and tax, ou en bon français le fameux BAII, bénéfice avant intérêts et impôts, et par conséquent par rapport aux intérêts. Effectivement, on se pose la question, est-ce que déjà je suis capable de pouvoir rembourser un flux versement d'intérêt avec un résultat d'exploitation, sans, encore une fois, impact ni du côté, encore une fois, fiscal, ni du côté, encore une fois, mode de financement. En deuxième lieu, on se dit, est-ce que je suis capable de rembourser aussi bien les intérêts et en même temps de rembourser la somme qui m'a été prêtée? Dans ce cadre-là, je vais être amené de pouvoir considérer toujours mon résultat d'exploitation en anglais, ce qu'on appelle un earning before interest and tax, ou en bon français un bénéfice avant intérêt et impôts. Est-ce que je serai à même de pouvoir rembourser aussi bien les intérêts et aussi bien le principal? Le premier ratio est un ratio qui indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêt et impôts permet de payer les intérêts sur la dette. D'où, encore une fois, la signification ou l'interprétation de ce ratio. Donc, je répète, il indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêt et impôts, donc de l'entreprise, couvre la charge d'intérêt que doit rencontrer cette dernière durant l'exercice financier. Effectivement, de manière générale, on peut dire plus le ratio de couverture des intérêts
est grand, meilleure est la protection offerte aux créanciers. Quant au second ratio, on peut le signifier comme étant un ratio qui indique le nombre de fois que le bénéfice avant intérêt et impôt permet de couvrir ce qu'on peut appeler aussi bien les intérêts, aussi bien le fameux remboursement du principal. Quant au fardeau, et le troisième, charge totale. Donc là, on va considérer d'autres charges fixes, et notamment comme les amortissements. Et par conséquent, vous constatez que par rapport au fardeau, on a été amené de considérer aussi bien par rapport, encore une fois, au remboursement de la dette, comme on a ajouté on n'a pas de dividendes privilégiés, donc on n'a pas d'actionnaires privilégiés, mais ils sont considérés aussi au même titre que la dette, que le principal, et on a été à même de pouvoir considérer à partir de là un fameux taux qui est le taux d'imposition. Car, par définition, les intérêts sont des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés, d'où la signification. Une petite analyse de la structure financière uniquement pour bien comprendre un petit peu la dette, certes, l'endettement à moyen et long terme, et notamment la capacité de rembourser. Comme ça, on l'indique, lorsqu'on dit une analyse de la structure financière, revient à trois analyses: instruments financiers, à l'équilibre financier et à l'analyse des couvertures. Alors, comme ça, on l'indique, quelques rappels. Donc, lorsqu'on dit la structure financière, donc on se situe au niveau d'un bilan, très bien, et au niveau de ce bilan qui me montre un peu le patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc, d'une part, tout ce qu'on possède à un moment donné, donc les éléments qui apparaissent au niveau de l'actif, je vous rappelle, donc aussi bien un actif immobilisé, donc sont des actifs à long terme, et aussi bien un actif circulant et tout ce qu'on appelle les actifs à court terme. Quant à la structure qu'on appelle financière, donc au niveau du passif, ce que l'entreprise doit à un moment donné. D'où on a aussi bien des capitaux propres, on a aussi bien des dettes à long terme. D'où un fameux financement permanent et donc tout ce qui est à moyen et long terme. Et il en est de même, on a un passif circulant et qui est un passif à court terme. D'où la structure, encore une fois, de capital ne comporte que des capitaux propres plus des dettes à moyen et long terme. Alors, bien sûr, on a très souvent dit un point, lequel est le point important par rapport à ce concept de hedging. Pourquoi? Parce que dans l'orthodoxie financière, elle consiste tout simplement à ce que tout ce qui est actif à long terme, donc immobilisation, eh bien, doivent être financés par des capitaux à moyen et long terme. Et bien entendu, tout ce qui est les fameux actifs à court terme, donc circulants, doivent être financés par ce qu'on peut appeler des dettes à court terme. Dans ce cadre-là, très bien, le concept
qu'on appelle hedging ou couverture, consiste à apparier des actifs de nature et maturité donnés à des instruments financiers de nature et maturité correspondantes. Deux types de structures financières, ou bien elle peut être agressive, ou elle peut être encore une fois une structure financière qui est encore une fois qu'on peut appeler conservatrice. Et là où on parle de fameux concept de hedging. Alors, pour la capacité de l'entreprise à faire face cette fois-ci à ses dettes à court terme. Alors, les ratios de trésorerie, ou qu'on appelle aussi les ratios de liquidité, vont nous permettre de répondre à cette question de manière progressive. À savoir, l'entreprise est-elle capable de rembourser ses dettes à court terme en réalisant tous ses actifs à court terme, c'est-à-dire les stocks, les créances et bien sûr les disponibilités. Le serait-elle sans toucher à ses stocks et autres éléments difficilement encaissables? C'est-à-dire, si je peux vous rembourser en faisant appel à mes créances et à mes disponibilités. Est-ce que je peux vous rembourser mes dettes à court terme? En dernier lieu, le serait-elle toujours sans compter sur les règlements des clients? Donc, est-ce que je peux rembourser mes dettes à court terme en recourant uniquement sur mes disponibilités? À ce stade, on fait appel uniquement à 3 ratios de liquidité ou de trésorerie. Et comme son nom l'indique, ils vont me permettre de savoir si l'entreprise est capable à faire face à ses obligations financières à court terme. Alors bien entendu, ces 3 ratios que nous allons expliciter, les 3 au préalable, et par la suite, on va revenir sur un point très important auquel on va rentrer un petit peu dans la boîte noire lorsque nous l'avons vu, cette notion à l'issue du bilan financier dégagée une fois qu'on avait mené les principaux retraitements de notre bilan fonctionnel tel que préconisé par le Code de normalisation comptable marocaine et par conséquent où on avait parlé de 3 notions indissociables de fonds de roulement, de besoin de fonds de roulement et de la trésorerie. Et par conséquent, où le ratio du fonds de roulement ou de trésorerie générale ou de liquidité générale sera par la suite assez affiné. Alors on va reprendre les 3 ratios de trésorerie et donc pour pouvoir uniquement savoir si l'entreprise elle est solvable, donc si elle est capable en d'autres termes de rembourser ses dettes à court terme ou de faire face à ses engagements à court terme. Alors bien entendu, un des ratios de liquidité générale, comme son nom l'indique, ou qu'on appelle encore une fois un ratio de trésorerie générale. Il doit être ce ratio, un ratio qui considère tout l'actif à court terme par rapport à toutes les dettes à court terme. D'où l'appellation aussi ratio du fonds de roulement.
Alors, il nous renseigne que du moins liquide au plus liquide, est-ce qu'en utilisant tout cet argent, je peux faire face à mes dettes à court terme. Or, bien sûr, ce ratio du fonds de roulement est un ratio usité et afin de connaître notre capacité de remboursement à court terme. Toutefois, le second ratio va être cette fois-ci considéré comme étant un ratio de trésorerie réduite ou restreinte ou de liquidité, encore une fois restreinte. Alors bien entendu, on est dans ce cadre-là à considérer uniquement les créances et bien sûr les disponibilités par rapport aux dettes à court terme. D'où l'élément stock n'est pas pris en considération et donc on essaye uniquement de pouvoir prendre en réalisation les réalisables et les disponibles. Dernier ratio est ce qu'on appelle un ratio de liquidité immédiate, de trésorerie immédiate. Dans ce cadre-là, on ne prend en compte uniquement si dans l'immédiat, l'entreprise elle est capable de pouvoir considérer le remboursement de ses dettes à court terme dans l'immédiat. D'où je ne prends en compte que les disponibilités, donc que l'argent, les liquidités, les disponibilités, l'encaisse, donc qui est entre les mains de l'entreprise pour rembourser ses dettes à court terme. Alors bien sûr, ces trois ratios sont assez importants pour répondre à la question de la solvabilité de l'entreprise et donc de la capacité à faire face à ses engagements à court terme. Bien entendu, il y a lieu de considérer le secteur, donc l'industrie dans laquelle elle opère l'entreprise, car l'industrie, comme on dit manufacturière, est différente de l'industrie des services et encore moins dans ce qu'on appelle l'industrie commerciale ou de négoce. Lorsque on parle de l'importance des ratios de liquidité, ils prennent leur importance notamment au niveau aussi de l'appareil productif. Et donc on aura l'occasion de montrer cette relation, notamment avec la question à laquelle on a été à même de dire est-ce que l'entreprise gère de manière performante ses actifs. Et donc pourquoi? Parce que en eux-mêmes, ils ont un lien, aussi bien le ratio de trésorerie générale, aussi bien le ratio de trésorerie qu'on a appelé restreinte, ou encore une fois le ratio de liquidité immédiate, ont un lien avec cet appareil qui est le puits, qui est notre trésorerie, et avec l'appareil productif. Pourquoi? Parce que lorsque on prend une opération relative à un cycle d'approvisionnement, donc on va négocier de telle sorte d'avoir un délai de paiement par rapport à nos dettes fournisseurs. Il en est de même lorsque l'entreprise va, comment dirais-je, écouler ses produits finis, ou si c'est une entreprise de négoce ses marchandises, donc elle négocie un délai de paiement de ses clients et par conséquent la transformation des stocks encore une fois en liquidité. D'où la métaphore en règle générale qu'on fait, la trésorerie devient comme un puits. Donc on veille toujours à l'alimenter, donc
par quel bien on l'alimente? On l'alimente notamment par nos créances. Et donc on veille à ce que le délai qu'on va accorder à nos clients en termes de paiement soit inférieur au délai qu'on va négocier pour payer les dettes fournisseurs. Et dans ce cadre-là, on dit que l'alimentation de la trésorerie doit précéder son épuisement. Sinon, eh bien, on risque d'avoir des difficultés pour le financement de notre fameux besoin de financement du cycle d'exploitation. D'où on veille à une règle d'un équilibre financier minimum qu'on peut énoncer comme suit: les capitaux utilisés par l'entreprise pour l'acquisition de biens et de droits doivent rester à sa disposition pendant une durée au moins égale à la durée d'utilisation de ces biens et droits acquis par l'entreprise. D'où on revient à deux notions que nous avons au préalable discutées, notamment indissociables de fonds de roulement et de besoins de fonds de roulement et de trésorerie. Donc on verra plus dans ce détail, dans cette analyse de liquidité, les trois notions, je dirais, qui représentent la trésorerie en termes, analytiquement parlant, en termes de fonds de roulement et de besoins de fonds de roulement. Alors bien sûr, on a déjà défini la manière la plus simple, un fonds de roulement, et un fonds de roulement est tout simplement, comme son nom l'indique, la fraction ou la portion des capitaux à moyen long terme qui concourt au financement des actifs circulants. À partir de la définition qu'on a dégagé un premier mode de calcul, à savoir que le fonds de roulement propre est la différence entre les capitaux propres et les immobilisations nettes. Si on parle de fonds de roulement net, dans ce cadre-là, il est à intégrer les fameux capitaux, encore une fois, à moyen et long terme, donc fameux financement permanent, donc ce sont des capitaux permanents, moins les immobilisations nettes. Quant au second mode de calcul de notre fonds de roulement, on a été à même de considérer une propriété fondamentale. La naissance de ce deuxième mode de calcul revient à une propriété fondamentale, à savoir que l'actif total est égal au passif total. D'où on déduit un second mode de calcul par le bas du bilan. Et dans ce cadre-là, on aura un fonds de roulement net qui va être la différence entre un actif circulant et un passif circulant. Quant encore une fois ce fonds de roulement, on a encore une fois les possibilités d'un fonds de roulement qui peut être positif, un fonds de roulement qui peut être négatif, un fonds de roulement qui peut être nul. Dans la réalité, fonds de roulement, encore une fois, positif, effectivement, un fonds de roulement négatif, réel. Par contre, un fonds de roulement nul est un pur, je dirais, exemple académique. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, on a dans la réalité ce qu'on peut appeler une action qui est indissociable du besoin en fonds de roulement. Avant de montrer, je dirais, ces deux notions
qui sont, je dirais, indissociables à l'instar d'une pièce de monnaie, on peut au préalable montrer comment on peut agir sur ce pont de roulement. Et notamment revient à mener des actions au niveau des capitaux propres ou au niveau des dettes à moyen long terme ou bien au niveau des immobilisations nettes si on considère une définition par le haut du bilan. Alors, au niveau des capitaux propres, comment on peut agir? On peut soit augmenter notre capital, eh bien, soit tout simplement en modifiant notre politique de dividendes et notamment en matière de distribution. Il en est de même dans le cas où l'entreprise contracte un nouveau emprunt à moyen long terme, ou bien on a une autre possibilité, c'est de pouvoir consolider les crédits à court terme. Au niveau des immobilisations nettes, revient à faire une cession de toutes les immobilisations qui sont désaffectées ou, comme on dit, un peu obsolètes, et revoir ou changement d'un ce qu'on peut appeler notre politique d'amortissement. Peut-être il y a lieu, comme on dit, de passer d'un amortissement linéaire pour un certain nombre de biens acquis, notamment neufs, un amortissement dégressif, voire encore une fois dérogatoire. Alors, il en est de même pour le besoin en fonds de roulement. On rappelle, ce besoin en fonds de roulement, d'où on a toujours ce qu'on peut appeler des besoins de financement de notre cycle d'exploitation, et donc il s'agit des besoins permanents de capitaux pour financer ce décalage entre les achats et leur paiement effectif. D'une part, la production, les ventes et leur paiement d'autre part. D'où, si on veut calculer ce fameux, encore une fois, besoin en fonds de roulement global, on est à même de considérer une différence entre un actif circulant et un passif circulant. D'où on intègre dans l'actif circulant aussi bien actif d'exploitation, aussi bien actif hors exploitation et aussi bien un actif trésorerie. Il en est de même pour les dettes. On prend en considération les dettes d'exploitation, et un passif trésorerie. La différence va nous permettre de pouvoir réaliser ou déterminer, calculer ce fameux besoin de financement global ou qu'on appelle un besoin de fonds de roulement global. Il en est de même. On peut agir sur ce besoin en fonds de roulement sur ses composantes, les trois composantes, ce sont ces stocks, les valeurs, comme on les appelle, d'exploitation, les créances, qui sont les valeurs réalisables, et d'autre part, on peut aussi jouer sur les dettes à court terme, et notamment les fameuses dettes fournisseurs. Pour la composante stock, cette valeur d'exploitation, c'est un peu améliorer la rotation de ces stocks et notamment aussi on peut optimiser les notions de stock minimum, stock maxi et pourquoi pas tendre vers une organisation de la production qui est just in time. Donc, avoir, encore une fois, une tendance avec des stocks à plus tendus et jusqu'à, encore une fois, atténuer même, je dirais, une tenue de stock.
lorsqu'on peut jouer la composante créance, on l'a vu tout à l'heure, il est préférable d'alimenter notre puits, qui est la trésorerie, avant de l'épuiser, qui sont les dettes fournisseurs. Donc ici, on peut tout simplement toujours veiller à ce que la durée accordée au paiement des clients, eh bien, soit beaucoup plus inférieure à la durée qu'on va pouvoir obtenir de nos fournisseurs. Alors, pour ce faire, fonds de roulement et besoin de fonds de roulement, et si on donne un peu une synthèse, on peut dire que si le fonds de roulement était effectivement destiné à assurer en permanence la liquidité de l'entreprise, il faudrait qu'il soit constamment au moins égal aux besoins en fonds de roulement. Or, celui-ci varie chaque fois qu'une opération affecte l'une de ses composantes, sans affecter symétriquement les autres, tels que l'achat au comptant, ou la vente au comptant, ou le règlement d'un client, ou le paiement à un fournisseur, etc. Il en résulte donc que le fonds de roulement devrait varier et parfois très sensiblement d'un instant à l'autre. Or, en courte période, le fonds de roulement ne peut fluctuer amplement. On s'explique, les variations importantes se produisent lors des augmentations de capital, des émissions d'emprunt, des opérations d'investissement ou de désinvestissement, etc. Dès lors, pour assurer en permanence la liquidité de l'entreprise, il faudrait disposer d'un fonds de roulement très important, c'est-à-dire capable d'assurer les plus grosses échéances. Mais alors, au cours d'une grande partie de l'exercice, ce fonds de roulement se traduirait par des excès d'encaisse qui resteraient oisifs ou seraient faiblement rémunérés et affecteraient donc la rentabilité de l'entreprise. En somme, le fonds de roulement est un gage de sécurité financière, mais il est exclu qu'il puisse à tout moment garantir la liquidité de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement indique ce que devrait être le fonds de roulement pour que cette garantie existe. Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement sont en conséquence deux notions fondamentalement liées. L'étude de l'une ne saurait être indépendante de l'étude de l'autre. Il en est de même, cette trésorerie de manière analytique nette est tout simplement une différence
entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Il est à noter que quel que soit le secteur d'activité, une trésorerie nette négative serait toujours une menace, une contrainte pour une entreprise soumise à des soubresauts de conjoncture. Pour finaliser cette relation entre fonds de roulement, besoin fonds de roulement et bien entendu la trésorerie, on peut citer les 3 cas de figure. Alors bien sûr, il y a à noter au préalable que le besoin en fonds de roulement calculé à l'instant T exprime le besoin de financement de l'entreprise à l'instant immédiatement précédent, T moins delta T. La couverture naturelle de ce besoin de financement est le fonds de roulement. Si le besoin en fonds de roulement est inférieur au fonds de roulement, cela signifie que le besoin de financement a pu être satisfait et la trésorerie reste positive. Deuxième cas réel, si le fonds de roulement est inférieur au besoin en fonds de roulement, cela signifie, pour satisfaire le besoin de financement, l'entreprise a dû solliciter le concours de sa banque, ce qui a rendu sa trésorerie négative. Dernier cas de figure académique. Si le fonds de roulement est égal au besoin en fonds de roulement, le besoin de financement a pu être satisfait, mais la trésorerie a été épuisée. Il est important pour l'entreprise de connaître ne serait-ce qu'approximativement le besoin en fonds de roulement moyen susceptible de se manifester dans le futur, de façon à fixer en rapport le fonds de roulement lui permettant d'éviter les problèmes de trésorerie. Comme son nom l'indique, cette analyse des liquidités est assez importante et notamment, comme nous venons de le montrer, c'est de quoi sont composés ces comptes de trésorerie et, encore une fois, de disponibilité. Alors bien sûr, on a toujours ce qu'on peut appeler, voire l'examen de toute cette évolution de la trésorerie au cours des dernières années, et afin de pouvoir par la suite mieux expliquer la dynamique de cette évolution et en relation avec les 3 cycles qu'on retrouve dans l'entreprise, aussi bien par rapport à ses activités d'investissement, aussi bien ses activités d'exploitation, aussi bien par rapport à ses activités de financement. D'où les fameux cycles, très bien, de la machine, entreprise, et chaque activité, on s'intéresse à ce qu'elle a pu apporter dans cette dynamique de l'évolution de la trésorerie. Alors bien sûr,
il y a, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, il y a toujours l'équilibre à court terme et par conséquent, toujours montrer eh bien, la relation qu'il y a entre nos disponibilités à court terme et les exigibilités, donc les dettes à court terme. Donc c'est pour ça que on dit c'est plus un examen relatif à la solvabilité. Alors, on verra aussi qu'un certain nombre de relations qu'on sera amené de voir dans cette analyse lorsqu'on parle de liquidité avec en relation notre question relative au ce qu'on peut appeler si l'entreprise a géré de manière efficace ses actifs. Alors bien sûr, on mettra aussi en parenthèse un peu ce cycle dans cette analyse et le cycle relatif à ce que nous avons appelé le cycle de l'encaisse. Alors bien entendu, il y a aussi un lien avec ce qu'on peut appeler les besoins de liquidité et la croissance d'une entreprise. D'où on est amené de finaliser cette analyse par les ratios en répondant à la dernière question et qui est tout simplement l'entreprise gère-t-elle efficacement ses actifs. Alors on sera amené pour répondre à cette question de pouvoir déterminer l'idéal, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises opérant au Maroc, dans la mesure où on n'a pas la possibilité de nous comparer, ne serait-ce qu'avec les entreprises qui œuvrent dans le même secteur industriel. Et pourquoi? Parce que la réponse, si on gère de manière efficace nos actifs, nous amène de savoir si l'entreprise considérée utilise moins de capitaux afin de réaliser un certain niveau de vente. Donc cette catégorie de ratios que nous allons voir dans le détail, en relation déjà avec ce que nous avons vu, et des ratios, comme son nom l'indique, qu'on appelle de gestion, ou qu'on appelle encore une fois d'activité, ou qu'on appelle encore une fois ratio d'efficacité. Même certains les appellent des ratios d'exploitation. Quelle que soit l'appellation de ces ratios de gestion, ils nous indiquent effectivement si l'entreprise utilise efficacement ses actifs. Nous verrons quelques ratios les plus usités. On commence toujours par la rotation de l'actif total, par la suite moins la rotation des immobilisations nettes, par la suite la rotation des stocks, et notamment on va pouvoir à partir de là de différencier stock de marchandises, stock de matières premières et bien sûr les stocks de produits finis. Mais le plus intéressant, ce n'est pas la rotation, ce n'est pas le nombre de poids, mais c'est le délai, et notamment le délai moyen. Il en est de même la rotation relative à ces comptes qu'on appelle des créances, donc des comptes clients. Ce qui est intéressant aussi, c'est le délai
de recouvrement, qui est un délai bien sûr moyen de recouvrement de nos dettes et notamment de ses créances. Versus, si on a toujours à déterminer ce délai de recouvrement de nos créances, automatiquement, il faut déterminer le délai, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'analyse relative au ratio de liquidité à nos dettes fournisseurs. Quel est le délai moyen de paiement de nos dettes fournisseurs? Et par conséquent, tous ces ratios vont me permettre de connaître notamment et de répondre à cette question relative si l'entreprise a géré de manière efficace ses actifs. Nous verrons pour la prochaine fois ces différents ratios et à la fin, on essaiera de faire une synthèse en considérant un système notamment connu par la fameuse équation du Dupont et notamment cette fameuse équation du Dupont qui mettra l'accent sur en premier lieu la rentabilité d'un actif total et par la suite on va l'étendre, cet système Dupont, au fameux levier financier. Et bien sûr, on clôturera par un peu les limites de cette méthode des ratios. Thanks.